La colère des familles de victimes après le rapport d'enquête dans l'affaire des bébés nés sans bras. Les scientifiques qui travaillent sur ce phénomène très localisé préconisent des investigations complémentaires dans le Morbihan, mais pas dans l'Ain. Pourtant, plusieurs cas ont été signalés dans ce département. Une incompréhension pour les parents d'enfants nés avec cette malformation. Ils se réveillent ce matin partagés entre incompréhension et colère. Axel Lessy et Christophe Hollen sont les parents de Louis, né il y a 6 ans et demi, sans doigt à la main droite. Ils viennent de l'apprendre dans le département de l'Ain où plusieurs cas de malformations suspectes ont été constatés de 2009 à 2015. Les autorités de santé viennent de stopper leurs investigations. Pour eux, il n'y a pas d'excès de cas dans l'Ain. Et ça, je ne comprends pas. On est 8. Et donc, je ne comprends pas, on est 8 sur un périmètre restreint de 17 km et pour eux, ce n'est pas un excès de cas. On aimerait savoir qu'il y ait une enquête de terrain quand même pour au moins essayer de trouver une piste et avoir une réponse à nos questions, quoi. Aujourd'hui, ces parents gardent la conviction que les malformations en série signalées dans le périmètre sont liées à un facteur environnemental comme l'exposition à une substance polluante ou à des pesticides. Mais au terme de leur enquête, les autorités de santé affirment ce matin que le nombre de cas et l'étendue de la zone ne permettent pas de conclure à l'existence d'une région où le risque est anormal, ce que l'on appelle un cluster. L'Ain, c'était finalement que 6 cas sur une très longue période, dans 6 communes différentes, dont certaines sont assez éloignées. Donc, il n'y a pas de cluster dans l'Ain. En revanche, les autorités de santé poursuivront bel et bien leur enquête dès cet automne dans le Morbihan, sur la commune de Guidel, où 4 autres malformations suspectes, comme celle de Charlotte, 8 ans, ont été recensées entre 2011 et 2013. Certains parents regrettent néanmoins qu'aucun prélèvement sur le terrain ne soit envisagé. On est content puisqu'il va y avoir un travail de fait, mais on est quand même un peu sur nos gardes parce qu'on a l'impression que c'est pas très approfondi encore une fois, quoi. L'enquête prendra encore plusieurs mois, sans certitude qu'une cause soit un jour identifiée. Here's the truth about your diet soda. It tastes like crap because it's made from crap. Genetically modified organism feces, to be specific. I'm talking about the synthetic sweetener aspartame. The patent for it is now online for everyone to see how it's actually made. And it's actually made from the poop of GM bacteria. Here's how it's made specifically. Genetically modified E. coli bacteria are cultivated in tanks. They defecate proteins that contain aspartic acid phenylalanine amino acid segments. That feces is collected and then treated through many chemical processes, including methylation, which adds the toxic alcohol methanol to the mix. Presto! Aspartame is made. So if you like that unique chemical taste of aspartame and don't mind eating bacteria feces, it means you are free to consume so many foods and not worry about ingesting any calories, God forbid. Aspartame is in your breath mints, cereal, chewing gum, flavored water, ice creams, coffee syrups, juice drinks, power bars, pudding, ketchup, yogurt, vegetable drinks, candy, and pretty much anything that has the word diet in its name. And that includes, of course, Diet Coke. Interestingly enough, Coca-Cola has just spent a lot of money to produce ads telling you how safe aspartame is. In their ad, they say that the safety of aspartame is supported by more than 200 studies over the last 40 years. As sources, they list the Beverage Institute and the International Food Information Council Foundation. Coca-Cola owns the former, and the U.S. government is a partner for the latter. For further information about the safety of aspartame, you can visit aspartame.org, which is owned by the Calorie Control Council, which is an international association that represents the food and beverage industry. In other words, the safety information about this sweetener poop is controlled by those who profit most from it. Hardly unbiased.
Meanwhile, there are hundreds of studies which link aspartame to leukemia, lymphoma, other cancers, liver damage, you name it. So if you're trying to decide whether or not you should ingest aspartame, consider using this as a rule of thumb. If it's literally made from chemically altered GMO crap, it might be crappy for your body. Tonight, let's talk about that by following me on Twitter at The Resident. All right, are you ready for this? December 30th, 2014. Here's a headline. I'll provide you with the link. Milk-free cheese made using human, I repeat, human DNA strands. The San Francisco-based iGEM group said it found a way to make cheese proteins using genetic sequences found in mammals. The DNA blueprints are inserted into the yeast, which creates cheese that is vegan compatible because of the lack of animal products. Some of the DNA strands are from humans because the developers hope milk proteins made from our own species will mean less chance of allergic reactions. iGEM has now hit its $15,000 goal on the Indiegogo crowdfunding website to develop the cheese for mass market. It claims that the product is the first vegan cheese rather than a cheese substitute. On its fundraising page, iGEM said to create our proteins, we study animal genomes to find natural milk protein genetic sequences. Very disturbing. We optimize the genes for use in yeast and synthesize the resulting yeast milk protein DNA from scratch. This DNA is then put into yeast cells where the cellular machinery takes over and produces real milk protein from human DNA, from the DNA blueprint provided by us, humans. The company said it may be a while before the finished product is ready for sale. Regulations on food generated using genetically engineered organisms are complex, and more research needs to take place, it warned. Very, very disturbing. Milk-free cheese made using human DNA strands. Subscribe to my channel. Leave me comments. The link will be below. Those sons of bitches! Sons of bitches all. L'existence n'est-elle qu'un mensonge? Au-dessus, c'est le soleil. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien. Sauf que, si, il se casse la figure, alors... Parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m. Maintenant, ils font 60 cm, parce que on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones font avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. Enfin, c'est une espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens le savent pas, donc... devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. Il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Tu l'as vu ton sol? Non? Ah, tu vois, c'est impressionnant. Hein, regarde-le. Ah non, on n'a pas été entendu, puisqu'on est avec Lydia, on a quitté l'INRA. On s'est mis à notre compte. Puisque quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc
On a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce que on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritifs pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr, les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, puisque c'est apparu dans les années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé, moi je suis encore gamin, du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça avait vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels et on s'inquiète puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses, donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Le sol, c'est une vraie éponge. Donc, si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune le retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier, parce qu'en fait, il est aéré par la faune, alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors, quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, puisque les inondations que nous avons en ce moment, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort, quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, puis les gens attendent, disent peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter, quoi. J'ai découvert que mon mari n'était pas la seule victime des pesticides. Maladie de Parkinson, leucémie, lymphome, cancer de la prostate et de la vessie. Une épidémie de maladies graves frappe les agriculteurs. Pourtant, les producteurs de pesticides qui nous vendent ces produits chimiques depuis plus de 50 ans refusent de reconnaître leurs responsabilités. Frédéric doit soigner ses vignes. C'est une des plantes les plus fragiles et sensibles aux maladies. Il faut la traiter une dizaine de fois par an. Comme Frédéric, Yannick, mon mari, ne se protégeait pas. Et tous les agriculteurs ont commis la même erreur. Nous avons commencé à utiliser les pesticides dans les années 50. À cette époque, la France n'arrivait pas à nourrir sa population. Le gouvernement a décidé de lancer un grand plan de modernisation de l'agriculture. En quelques années, nous sommes passés de la charrue et du travail manuel à l'agriculture intensive. C'était une révolution. Les engrais et les pesticides employés à forte dose nous ont permis de lutter facilement contre les maladies et d'augmenter notre productivité. Mais les firmes qui fabriquent les pesticides ont tout fait pour nous cacher leurs dangers. Alors on versait les bidons sans protection, brassés avec la main, aspirés au-dessus des cuves. C'était une folie. Les engins agricoles n'avaient pas de cabine fermée. Comment a-t-on pu nous laisser respirer des produits à plein poumon sans rien nous dire? C'est criminel. On estime en gros qu'il y a entre 5 et 25% de cancers de vessie qui sont liés à des produits toxiques. C'est quand même énorme. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas 5 à 25% des patients qui sont reconnus en maladie professionnelle. Parce que quand on monte les dossiers, c'est très très compliqué de le faire reconnaître et de le faire valoriser en fait. Moi, je me suis même entendu dire par le médecin traitant, qui est normalement lui le porteur du dossier de maladie professionnelle, dire non, mais ils nous sont toujours refusés, donc je les fais même plus.
Quand il sait que ça va entraîner 6 mois de paperasse et que les dossiers vont pas au bout, on peut comprendre qu'après quelques années de carrière, ils en aient marre et ils disent non, ça vaut pas de coup de faire la démarche. Je trouve terrible de découvrir le désengagement des médecins face au rejet des dossiers par la mutuelle sociale agricole. Les jeux sont faussés, le système de reconnaissance est bloqué à la base, et en plus, ça empêche de comptabiliser le nombre exact de victimes des pesticides. Un sourire, et les menottes à peine enlevées se saluent, signe selon lui de force et de puissance. Ici Jean-François Bélanger, en Norvège, un pays qui s'apprête à enfouir sous l'une de ses montagnes toutes les semences de la planète en prévision des pires catastrophes. On ne voit vraiment pas ce qui pourrait détruire cette installation. Je m'attends à ce qu'elle y soit encore dans 1000 ans. De fait, la Banque de semences agricoles de Svalbard se veut la protection absolue contre les pires scénarios catastrophes. Une chambre forte frigorifique, sauvegarde ultime de la biodiversité mondiale en cas d'impact avec un astéroïde, en cas de guerre nucléaire ou bactériologique. C'est une véritable chasse à l'homme, ou plutôt une guerre aux semences anciennes qui semble avoir été déclarée. La récente confirmation par la Cour européenne de justice de l'enregistrement obligatoire de toutes les semences au catalogue officiel du Codex Alimentarius ne suffit pas aux apparatchiks de l'Union européenne. Une nouvelle loi proposée par la Commission européenne, dont les membres n'ont jamais été élus, rappelons-le, vise maintenant à rendre illégal le fait de cultiver, reproduire ou faire commerce de toute semence de légumes n'ayant pas été testée, approuvée et acceptée par la nouvelle nomenclatura européenne, dont l'organisme chargé de tout régenter dans vos assiettes a pris pour nom l'Agence pour l'UE sur la diversité des plantes. L'objectif de ce projet de loi sur les matériaux de reproduction des plantes vise à rendre virtuellement responsable le gouvernement de toutes les plantes et semences. Les jardiniers amateurs, les producteurs bio et les petits maraîchers qui cultivent leurs propres plantes à partir de semences non répertoriées seraient considérés comme des délinquants, voire des criminels, en vertu de cette même loi. Virtuellement, toutes les plantes, légumes, graines et jardiniers seront finalement enregistrées par le gouvernement qui procédera ainsi à un énième fichage, mais après que les producteurs aient payé une redevance à la bureaucratie de l'Union européenne pour l'enregistrement de leurs semences. Censée ne viser au début que les jardiniers professionnels, elle constitue un précédent juridique qui pourrait aisément être étendu aux jardiniers amateurs et exiger qu'ils respectent ces mêmes règlements au nom du principe variable de précaution. Un principe qui ne protège au final que les intérêts de groupes industriels comme Monsanto, DuPont et autres corporations de semenciers qui ont depuis longtemps admis que leur but est de dominer complètement toutes les semences et cultures de la planète. La bureaucratie de l'Union européenne a réussi, au nom de la sécurité alimentaire, le tour de force de criminaliser ses citoyens tout en libéralisant les circuits traditionnels de production au profit de groupes industriels et de créer de nouveaux fonctionnaires chargés de chapeauter l'ensemble. C'est l'objectif ultime de tous les totalitarismes que de criminaliser l'autonomie et de rendre la population complètement dépendante des monopoles pour sa survie. Ce qui est vrai aux USA le sera prochainement dans l'Union européenne grâce à ce fameux traité transatlantique de libre-échange prévu pour 2014. Plus que jamais, le mot de résistance retrouve tout son sens car il n'est pas un aspect de la vie privée qui ne soit aujourd'hui concerné par cette post-démocratie occidentale. Cultivons notre jardin, disait le Candide de Voltaire, se désintéressant ainsi des affaires du monde. Or, la liberté se mérite. Elle ne s'incarne pas dans une statue ou par un décret, mais dans les actes de tous les jours. Encore faut-il la mériter et consentir à certains sacrifices. Le premier étant de sortir de cette léthargie mortifère et d'accepter de retrousser ses manches. Pourquoi pas en commençant son propre potager à base de semences anciennes. It was very nice to be back at home, just sitting quietly in the garden, thinking hard. My brain was bulging with all the new stuff I had learned at Cambridge. One evening, I was sitting in the orchard under an apple tree, thinking about things.
Then, something whacked me on the head. Now, what was that? An apple had fallen off the tree. Il dit que quand il a dormi sur l'arbre et qu'il a reçu la pomme sur la tronche, que c'est comme ça que, boum, il a tout compris. C'est l'arbre de la connaissance. I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really, but not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Ah, okay, so you No, but I know so it's dangerous, right? No, people try to commit suicide with it and fail fairly regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So you're ready to drink one glass of glyphosate? No, I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. Okay, then it's finished. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. interdit les OGM. Il n'y a aucun accident avec les OGM. On interdit les OGM. Il n'y a aucun accident avec les OGM. On interdit les OGM. Il n'y a aucun accident avec les OGM. On interdit les OGM. Il n'y a aucun accident avec les OGM. Croque la pomme, attends. Croque la pomme, ma belle dent. Croque la pomme, attends. Croque la pomme, ma belle dent. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Croque la pomme, attends. Croque la pomme, ma belle dent. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites. Those sons of bitches! Sons of bitches all. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial, c'est-à-dire un ONU vraiment efficace qui puisse empêcher les États souverains de massacrer leur propre population, comme ça se voit en Corée du Nord ou comme ça se voit au Soudan, et en même temps qui puisse imposer un contrôle des naissances réel, efficace, et un contrôle de la pollution réel, efficace. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce type de comportement, moi je considère qu'on est en plein dans la loi Abou-Picard. One of the things that we want to talk about is what we were discussing a little bit ago, and that is the significance of this NASA war document that was found on the NASA website, and the need to urgently get this out in front of as many people as possible because of the content of this document. So was this document available to everyone, or this was on their actual website and someone found it? That is correct. It was on the NASA website, and it was a document that actually is a PowerPoint presentation by Dennis Bushnell, the chief NASA scientist at the Langley Center.
and it was presented in 2001, July of 2001, just a few months before 9/11. Future strategic issues, future warfare circa 2025. And the entire premise of the document, or the PowerPoint, is about robots, cyborgs, and humans. And what it said, which was quite shocking, on page 93, it said, "Capture, torture Americans in living color on prime time." And that is an unbelievable statement. Then it's followed up by saying, "Terror attacks within the continental United States using binary biologicals take down critical infrastructure." They are going to use an EMP, which is an electromagnetic pulse. They're going to use radiation frequencies against our brains, etc., and conduct serious psy-war and collateral damage and exploitation. They say increasingly critical are human limitations and human downsides. Humans are too large, humans are too heavy, too tender, humans are too slow, both physically and mentally, and we require huge logistical trains, meaning we cost way too much money to maintain, and humans have rapidly decreasing to negative value. We wouldn't have a legitimate government with the war machine stating what they were going to do on the continental United States to all the people. And this is not just in the United States. This is a global planned attack and assault with technologies beyond most people's comprehension. This is very interesting and horrifying. Humans have taken over and vastly shortened evolution. They're going to direct evolution. It's legal. This is what they're going to do to all the humans on the face of this planet. It's all legal. And then they talk about how the use of frequencies will be used in warfare. And we know, for example, the smart meters that are being deployed around the globe, the replacement of our electric meters, which will also and does include the replacement of all of our gas meters and our water meters as well, and will be connected to our food supply when they collapse the currency and they issue energy allowances, and that will all be controlled through the metering system. And they say 100% of the human population will be affected by these frequencies. Some will be the canaries in the coal mine, which is a term that they've been using as people have been dropping like flies. People are experiencing all kinds of health maladies. Generally, it starts with ringing of the ears, heart palpitations, skin rashes, inability to sleep through the night. And what they're doing is they're jamming our immune systems with these frequencies. It all lines up. Everything lines up. You connect the dots. You see the NASA war document. Not only does it talk about the effects of frequencies and how it will be used, they acknowledge that it will interfere with our performance, that it will cause seizures. They acknowledge this in this document. It is no longer a debate about smart meters. We don't need any more scientists or doctors saying people are getting sick. This is the intention. So we have to stop looking for more verifiable proof that people are becoming sick. This is the goal. This is the absolute goal. It's incarceration, it is enslavement, and it is depopulation. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce type de comportement, moi je considère qu'on est en plein dans la loi Abou-Picard. Alors maintenant, si vous trouvez ça normal, franchement, allez crever, quoi. Allez manger des rats, allez, faites ce que vous voulez. Moi, ça me, je sais plus quoi vous dire là. Hein. C'est déprimant. Croquez la pommade dans la pomme. Croquez la pommade,